Charles Godin, les poils, d'accord, voilà, à chaleur, merci. Vous voyez déjà, bon. Pour la chaleur. Et il a décidé de faire vivre ses ouvriers et ses collaborateurs dans un seul site. C'est phénoménal. Et ça a vécu, hein. Ça a vécu. Voilà. Après, il y a le concept du phalanstère de Charles Fournier, le byzantin. Hein, là, on est plus dans le concept sur les fermes, etc., avec moins de réussite. Alors que Louise, alors vraiment, si ça vous intéresse, il y a des bâtiments à voir, mais on pourra préparer quelque chose. C'est pas loin, hein, c'est à 100 bornes d'ici. On peut y aller pour visiter, pour savoir comment, effectivement, on faisait vivre les gens et travailler les gens sur le même site. D'accord ? Voilà. C'est un peu la mémoire ici. Hein. L'innovation, c'est la mémoire du passé, qu'on duplique sur le présent. Et vous avez égal le futur. C'est à vous. Ah oui, je vais peut-être resituer un peu. Vous m'entendez si je parle comme ça ou... Non. Je prends le micro. Oui, je vais juste resituer. Donc on est architecte, donc en fait on n'est pas sociologue, on est architecte, mais on a vu émerger effectivement ce nouvel habitat, le co-living, et on a souhaité l'étudier avec notre regard d'archi. Mais surtout, en fait, comme on est architecte, on s'intéresse beaucoup aux hommes et aux femmes qui habitent les lieux, et c'est un peu comme ça qu'on a abordé cette étude. Oui, l'habitat avec des communautés et partagé, c'est pas un truc qui a été inventé il y a 10 ans, ça existe depuis très très longtemps. Ce qui nous a questionné, c'est qu'est-ce que ça... En fait, il y a deux questions, et pour les acteurs de l'immobilier, la première, c'est qu'est-ce que ça veut dire habiter dans des espaces de plus en plus partagés au XXIe siècle, et comment ça se concrétise architecturalement parlant, mais aussi économiquement et au niveau des surfaces, etc. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que ça a comme impact sur l'habitat classique et sur les logements collectifs classiques, qu'ils soient sociaux ou publics ou privés, l'émergence du co-living. Et est-ce qu'à un moment, il y a un rebond aussi sur ce qui se fait sur les marchés immobiliers classiques, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, et Stéphanie va en parler, c'est cette question de... En fait, on s'est vraiment aperçu qu'aujourd'hui, on vend plus des mètres carrés, mais on vend des usages dans le co-living. C'est un peu ce que porte ce nouvel habitat. Pour nous, en tant qu'architectes, c'est assez marquant, parce que du coup, c'est plus les mêmes demandes. C'est bon, je passe la parole. Je vais te parler de mai 68, mais... T'as raison, on en a suffisamment parlé, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler rapidement quand même de ce que c'est le co-living en 2018 et de l'état des lieux qu'on a fait à travers cette étude. Très rapidement, le co-living, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une forme de cohabitation, c'est une nouvelle forme de cohabitation qui a émergé de manière très spontanée et vraiment en dehors des circuits immobiliers classiques. Donc un peu sur le modèle finalement du coworking, c'est les résidents ou habitants eux-mêmes qui se sont dit, en fait, on n'a pas l'offre qui est adaptée à nos besoins d'aujourd'hui, donc à nos vies, on l'a fait. C'était le début. Et donc, dans l'étude qu'on a réalisée, on s'est rendu compte que finalement, ce qui avait de plus important à saisir dans ces espaces de vie, c'était que les besoins des gens étaient replacés vraiment au cœur du processus de conception, de comment est-ce qu'on allait répondre à cette question, à ces nouveaux besoins. Ce qui n'était pas d'autre hypothèse de départ finalement, et ce qui remet aussi en question la manière d'envisager un type d'habitat et le marché de l'habitat, on va dire, un peu plus classique, puisque finalement on s'est rendu compte que plutôt que ce soit finalement l'offre qui répond, qui crée la demande, là on a vraiment cette inversion. Donc c'est vraiment la demande qui pourrait créer l'offre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la production de logements classiques, puisque on se retrouve avec des programmations qui ont été faites il y a des dizaines d'années et qui n'ont pas beaucoup évolué. Pardon ? Faut assumer. Non mais voilà, c'est bon. Après, il y a des choses qui bougent. Hein. On n'a pas dit que tout c'est un peu des généralités, mais bon, c'est quand même la majorité. Ce qu'il faut comprendre aussi dans cette forme de cohabitation, c'est que finalement, le co-living, c'est un mot qui est nouveau. La cohabitation n'est pas nouvelle, mais cette forme de cohabitation ajoute une couche de service, ce qui est assez nouveau dans l'immobilier et dans l'habitat. Ajoute également de l'événementiel, puisqu'en fait, dans quasiment tous les espaces, il y a la présence d'un community manager. Alors c'est un mot un peu tendance qui vient aussi du milieu du coworking, mais en fait c'est un mix entre le gardien d'immeuble et puis le concierge d'hôtel. Donc c'est pas forcément, c'est un peu un nouveau métier, mais c'est une réinterprétation et voilà, c'est une réinterprétation en fait de ce que c'est.
Et donc on commence aussi à se poser la question, nous, de qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les métiers d'immobilier d'avoir toute cette couche de service, cette animation de lieu, et finalement vraiment l'opérationnel de ces espaces, et de comprendre que de faire vivre des gens ensemble, finalement ça se passe peut-être par l'animation aussi, et par le fait de créer un peu de l'événementiel, etc. Voilà, on va pas rentrer trop dans le détail de toute l'analyse qu'on a faite parce que ça serait trop long et assez, je vais pas dire ennuyant parce que c'est quand même intéressant, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qu'on est venu vous poser aussi comme question, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le co-living finalement, ça va vraiment devenir un jour un nouveau produit immobilier? Est-ce que c'est un peu un agitateur du milieu de l'habitat? Et donc, un peu sous le modèle du coworking, on en a parlé avec Olivier, mais aujourd'hui, le coworking, vous avez la Mutinerie qui était un des premiers à Paris qui ferme, et WeWork qui ouvre. Il y a cette question de la communauté aussi dans le coworking, et donc et de l'humain. Est-ce que finalement, la réplication d'un modèle qui est vraiment basé sur les besoins et sur une certaine humanité, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est voué à devenir un produit immobilier, ou est-ce que c'est vraiment un agitateur comme l'a été le coworking sur l'immobilier de bureau, qui va venir réinterroger un marché de l'habitat plus largement. Et puis ça pose aussi des questions de génération à qui ça s'adresse, puisque nous, on s'est aussi rendu compte que ça ne s'adressait pas qu'aux jeunes start-upers, winners, génération Y, Z et compagnie, que ça pouvait s'adapter finalement à plein de moments de transition de vie. Donc c'est la question évidemment de l'étudiant, de la première expérience professionnelle, de la mutation professionnelle, des divorces, des ruptures amoureuses, de la retraite. Enfin bon, c'est tous ces moments de transition de vie dans lesquels on a peut-être besoin d'un peu de stabilité, d'être aussi moins seul, parce que le co-living ça répond aussi à cette problématique d'isolation. Et donc nous on pense que c'est vraiment un modèle qui va avoir un rôle vraiment d'agitateur à la fois sur les métiers de la profession immobilière, nous aussi en tant qu'architectes, parce qu'il faut aussi qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour réfléchir sur des habitats peut-être plus partagés, qu'est-ce qu'on est capable de partager, comment est-ce qu'on fait pour gérer la densité dans les villes, peut-être qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de ce qu'on est capable de partager ou de ne pas partager. Donc voilà, on est venu un peu lancer un peu plein de questions et vous faire réagir sur ces sujets-là, parce que nous on a bossé 1 an dessus. Mais on est venu vraiment maintenant à se confronter à tous les métiers de l'immobilier et à tout le panel qui est dans la salle ce matin. Alors, avant de faire rebondir les bumpers, les professionnels, qui veut... Moi j'ai juste une question, je vois le plan, donc je comprends bien. Quelles sont les parties communes et les services que vous y mettez dans votre analyse du co-living? D'accord. Parce que là, je vois des appartements, des pièces. Bon. Ok, d'accord. Les parties communes, oui, c'est bien. Moi, je crois que c'était assez judicieux parce que c'est un peu une nouveauté qui va changer les codes, comme on a pu le voir par exemple chez Accor, avec l'arrivée d'Airbnb et la création de Joe & Joe. Donc finalement, c'est juste dans la temporalité que les choses vont s'installer. D'accord. Alors, on va répondre à ces 2 questions, puis après on va faire le tour de bumper. Sinon, je réponds à votre place. Alors, la première question. Alors, nous, on n'y met rien dans ces espaces. On les a analysés pour l'instant. En fait, il n'y a pas de modèle. Dans ce qu'on a analysé aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. Il y a une multitude de modèles. Donc, ça veut dire que les espaces communs, ça peut aller de la chambre, qui peut être un espace partagé, jusqu'à une salle de cinéma, une salle de sport, une cuisine, un salon. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être, en fait, tous les espaces de vie peuvent être communs. Il y a aussi plein de manières de vivre en fonction de plein d'espaces, je veux dire, en fonction des personnes à qui ça s'adresse, des générations à qui ça s'adresse. Donc en fait, il n'y a pas réellement de modèle. On vous a mis un plan qui est un exemple, et qui est d'ailleurs un exemple d'espace de vie partagée, mais qui est déjà une petite évolution finalement du co-living, puisque c'est un modèle de la Corée du Sud, et en fait, je m'égare un peu, mais les pays asiatiques ont pas mal de réponses sur les espaces partagés parce qu'ils ont été obligés de se poser la question par rapport à la densité, et donc ils ont créé juste des habitats partagés selon basés sur les besoins des gens et la capacité de partage. Donc en fait,
le curseur entre surface partagée et surface privée est très différent selon les espaces, et c'est des choses qui sont à définir peut-être aussi avec les habitants, j'ai envie de dire. Voilà. Non, mais pour répondre à la question courte. Ouais, bah. Non, vas-y, c'est une réponse courte. Ouais. Non, mais cette idée de savoir quel est le rapport entre le co-living et finalement la production d'habitat classique, nous, ce qui nous intéresse, c'est toute cette gradation entre l'espace public, l'espace partagé, l'espace intime, parce que dans le co-living, l'espace intime existe, on ne partage pas tout. Et en même temps, pour tous les acteurs de l'immobilier, dans le logement classique, l'espace partagé existe aussi et donc s'intègre. Et comment, en fait, qu'est-ce que ça peut créer des frictions en fait, entre ces deux modèles. Oui. L'étude, elle est publique ou pas? Elle est achetable. Elle est achetable. C'est pas cher. C'est combien de mois de travail? C'est 1 an de recherche sélective et 1 an et demi de travail sur le sujet.